présente aujourd'hui notre 595e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors les élections américaines, revenons-y s'il vous plaît. Il y a un recomptage qui est effectué dans différents États. Joe Biden se dit futur président. Comment dirais-je, Donald Trump, lui, ne finit pas de taper du poing sur la table et de dire qu'il est victime d'une fraude électorale et que les jeux ne sont pas faits. Qu'en est-il, Président? Écoutez, je suis à Rueil-Malmaison, pas très bien placé pour juger du terrain, si vous voulez. Mais ce qui me semble, c'est que Biden n'apparaît pas comme incarnant une certitude de victoire. Donc je pense qu'il doute lui-même et qu'il est probable qu'il y a une magouille générale, et ce qui explique d'ailleurs l'attitude assez sereine de Trump. Personnellement, j'attends le résultat des différentes procédures, étant entendu que je pense que ça finira probablement à la Cour suprême, où, semble-t-il, Donald Trump aurait la majorité. Mais ça, ce sont des juges, et on ne sait pas comment ils peuvent se déterminer. Quoi qu'il en soit, je souhaite pour ma part que Trump soit réélu, parce quelles qu'aient été ses foucades, il faut bien reconnaître qu'il incarne une Amérique volontariste et nationale, ce qui en soi nous le rend sympathique, même quand nos intérêts sont quelquefois divergents. Alors quelle idée vous faites-vous, vite fait en 2 mots, comme ça, du vote par correspondance? Oh, je suis assez hostile à ce vote parce que je crois que d'abord il sépare l'électeur physique du geste électoral, et d'autre part, les méthodes numériques permettent toutes les magouilles possibles et imaginables. Bien, je vous remercie. Alors revenons au reconfinement, s'il vous plaît, au reconfinement en France. Quel est votre avis concernant la gestion de l'épidémie depuis le dernier déconfinement, si je puis dire, par nos gouvernants? Écoutez, ça devient lassant tout de même parce que ça occupe maintenant 80% de l'espace médiatique. Oui. On ne parle tous les jours que du Covid-19, de son danger, de ses risques, au contraire, des appréciations qui sont portées par l'un, par l'autre, par des kidams, y compris les enfants des écoles. D'ailleurs, j'attendais l'autre jour qu'on aille dans une maternité et qu'un petit garçon nous dise ce qu'il en pense, à gueugue, pampan, oui, oui, ah, voilà, il s'est prononcé en faveur de Biden. Alors reparlons du professeur Raoult, qui a été traduit la semaine passée, comme vous le savez, devant le Conseil de l'Ordre des médecins. D'abord, qu'en pensez-vous? Et ensuite, que risque-t-il exactement? Écoutez, je trouve ça tout de même assez étonnant que le Conseil des médecins, sur un réquisitoire qui me paraît douteux, ait engagé des poursuites contre le professeur Raoult. Je l'ai vu ce matin à la télévision, cependant, il me paraît être plus touché par cette hostilité qu'il ne devrait l'être. Ça ne le fait pas rebondir pour l'instant, et je pense qu'il doit être un peu usé par ces offensives. Moi, je connais bien ça, je subis ça depuis 50 ans et plus. Oui. Donc, mais le fait que les médias, presque unanimement, et les différents réseaux conspuent à longueur de journée, peut attenter à un moment donné à l'équilibre psychologique. Je fais confiance tout de même relativement à Trump, qui m'a paru dynamique et avoir surmonté, en ce qui le concerne en tout cas, son Covid. Alors devons-nous, justement de ce fait, nous préparer à une vaccination obligatoire de toute la population, en tout cas française pour l'instant, dès le premier trimestre 2021? Non, moi personnellement, je refuse totalement l'idée d'une vaccination obligatoire. Oui. Les Français sont des gens majeurs et vaccinés.
déjà, par conséquent, ils sont tout à fait capables de savoir ce que sera en l'état, dans 3 mois, dans 6 mois, la nécessité ou non de se faire vacciner. D'autant qu'on spécule sur la sortie du vaccin dans des conditions qui me paraissent très discutables. Généralement, il faut plusieurs années pour faire un vaccin. Admettons même là qu'on a mis les bouchées doubles, voire quadruples. Il n'en reste pas moins que quand on promet qu'on va pouvoir entamer la vaccination au début de l'année 2021, ça me paraît tout de même un peu douteux. Oui, on aurait déjà trouvé d'ailleurs plus de 3000 cobayes, personnes qui seraient prêtes à se prêter à l'expérience en Bretagne. Ça n'aura de valeur scientifique au sens de l'enregistrement habituel du visa des vaccins que quand plusieurs centaines de milliers et à un certain temps se sera déroulé, en particulier pour savoir si les conséquences du vaccin ne peuvent pas être nuisibles, quelquefois même plus dangereuses que la maladie qu'on voulait soigner. Alors donc, il faut être dans un domaine extrêmement prudent et ne pas trop attendre de ce vaccin. Et en tous les cas, je répète que je suis tout à fait hostile à l'obligation qui serait faite et qui, au demeurant, serait pratiquement irréalisable de la vaccination de 8 milliards d'hommes. Parce que à ce moment-là, il n'y a pas de raison que ça ne profite qu'à un certain nombre de membres de l'humanité. Et il faudra vacciner le monde entier. Bien sûr, surtout si on met un bon prix au vaccin, ça peut rapporter beaucoup d'argent à la bourse. Alors, le documentaire Hold Up, visionné plus de 3 millions de fois, en une semaine. Il est sorti le 14 novembre. Taxé de complotisme et bientôt, bien sûr, censuré. Qu'en pensez-vous? Je sais que vous l'avez visionné, vous avez pris le temps. Oui, qu'en avez-vous pensé dans les grandes lignes? Je dois dire que je me suis tapé les 2h48 minutes. Mais je dois dire que je n'ai rien trouvé dans ce produit intellectuel qui mérita une poursuite quelconque. Voilà, c'est une thèse, c'est une théorie qui est développée. Après tout, chacun l'apprécie. Argumentée aussi. Comment? Qui est développée et argumentée. Bien sûr, mais enfin, chacun l'apprécie selon sa propre conscience et ses propres connaissances. Moi, je dois dire que rien ne m'a choqué dans l'exposé de ce long réquisitoire. Commerce, artisanat, restauration, tourisme et autres secteurs d'activité sont gelés. Reviens, Poujade. Je n'oublie pas que j'ai été député poujadiste. Ça a été mon premier mandat en 1956. Ce n'est pas hier matin. Et Poujade avait, lui, rassemblé, organisé une force syndicale, mais politique aussi, très puissante, puisqu'il a réussi à transformer en quelques semaines son syndicat en parti politique et présenter des candidats qui ont fait 53 élus à l'Assemblée nationale, je le rappelle, dont je fus parti. Dont je fis partie dans le premier secteur de Paris, 5, 6, 7, 13, 14, 15. C'est là que j'ai commencé ma vie politique publique. Alors, toujours est-il, cher Président, que ces secteurs d'activité se retrouvent gelés depuis le dernier arrêté gouvernemental de reconfinement. Alors, quelles mesures, vous, proposeriez-vous afin de limiter les dégâts sociaux et économiques consécutifs à ces restrictions drastiques? Écoutez, il y a un moment donné, je pense, où le pouvoir va être obligé de faire un choix. Ou bien continuer à serrer la vis, si j'ose dire, au risque de ruiner définitivement l'économie nationale, ou prendre un minimum de risques en demandant aux Français d'être très attentifs, en particulier au comportement de séparation. Mais je crois qu'il va falloir remettre la machine économique en route
sous peine d'une catastrophe, dont les conséquences pourraient être, y compris sur le plan de la mortalité, plus dangereuses que celle du Covid lui-même. Alors un autre sujet qui n'a rien à voir avec toute cette actualité socio-économique, le procès de l'époux meurtrier Jonathan Daval qui débutait cette semaine. Cette affaire vous interpelle, en tout cas vous vouliez en reparler. Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui m'étonnent dans cette histoire Daval. J'espère que les reconstitutions ont été jusqu'au bout, à savoir que le combat qui a opposé ce petit gabarit, il faut dire la vérité, à une femme athlétique, s'est déroulé curieusement sans qu'il y ait sur Daval une seule trace. Je pense que la jeune femme qu'on a essayé de tuer, qu'on a réussi à tuer, à qui on a martelé le visage de coups, qu'on a étranglé en 4 minutes, dit-on, je pense qu'elle s'est débattue et qu'elle a dû griffer, mordre, donner des coups. Or, monsieur Daval, lui, est intact, tout à fait. Ce qui contredit tout à fait sa version des faits, selon moi. Et d'autre part, je pose la question d'ailleurs dans un tweet, comment est-ce qu'on a fait la reconstitution du transport du corps, du cadavre, de la chambre à la voiture, de la mise en place dans la voiture, la sortie de la voiture et le transport dans la forêt, étant entendu qu'en même temps que le cadavre, il fallait porter les bidons d'essence avec lesquels on allait l'incinérer. Je veux dire que les gens qui se posent des questions sur le fait de savoir s'il y avait préméditation doivent être hautement éclairés par les comportements de Daval après la mort de sa femme. Il est bien évident que c'est un assassin. Le seul problème que je me pose, moi, était-il seul? Peut-être pas pour le meurtre lui-même, mais pour les conséquences, le transport et la volonté de brûler le corps. Ça me paraît un tour de force pour un homme qui, dans la foule, apparaît plutôt comme un nain que comme un géant. Bien, alors les catholiques sont là. Toujours. Les catholiques réclament l'autorisation de pouvoir assister à la messe publique, la messe dominicaine. Comme disent-ils, on peut acheter un tournevis chez Castorama, mais pas assister à la Sainte Messe ni recevoir l'Eucharistie. Soutenez-vous, Président, leurs revendications? Oui, tout à fait. Et car je considère que l'interdiction qui leur est faite me paraît vicieuse. Et l'extension aux catholiques de l'obligation de ne pas se réunir en groupe est d'autant plus incroyable que on sait que malheureusement l'assistance aux offices a connu une certaine dégradation. Oui. Et qu'il y a beaucoup moins de monde dans les églises et pour les messes qu'il y en avait autrefois. Et que par conséquent, les distanciations promues par la loi sont faciles à observer. Naturellement. Donc, s'il n'y a pas malveillance de la part des milieux étatiques, il est bien évident qu'il faut reconnaître aux catholiques la possibilité de se réunir, en particulier à la messe dominicale, quand ils en ont envie, et surtout dans la période de fête que nous allons aborder. Oui, la période de l'Avent. Vous vouliez nous parler un petit peu de vos lectures, cher Président, et revenir sur l'une d'entre elles. Je vais revenir sur l'une d'entre elles parce que je m'en excuse auprès de l'auteur à qui je porte de l'estime. Christian Roll. Christian Roll, qui, je l'avais dit, avait écrit un pamphlet dont je me régale, je dois bien le dire, même si quelquefois il frise l'excès. Mais cependant, j'ai eu un grand plaisir et j'ai toujours, d'ailleurs j'en relis quelques pages de temps en temps, ce qui me réjouit de voir qu'il y a des gens qui n'ont pas perdu la pêche. Et une très belle plume. Voilà. Et puis,
quelque chose qui va beaucoup moins sans doute intéresser, un roman policier d'une série qui s'appelle, je crois, c'est Policier, et dont l'éditeur, c'est, me semble-t-il, Au-delà, non? Oui. C'est ça. Et alors l'inconvénient, c'est un bon polar, mais en quelques centaines de pages. Ce qui fait que ça s'apparente beaucoup plus à une étude de mœurs, très intéressante d'ailleurs, qui fait que quand je vais aux États-Unis, je ne me trouve jamais, en quelque sorte, dépaysé. Je sais comment conduisent les gens par la lecture des romans policiers. Mais l'énigme elle-même et l'action policière sont, à mon avis, exagérément développées dans ce genre de collection, parce qu'il n'y a pas que ce livre-là, ils ont toute cette dimension, et ça me paraît une dérive qui est de nature à nuire à l'attraction qu'exerce sur les esprits simples comme le mien, le roman criminel. Vous êtes l'expert hors pair. Cher Président, le marin breton que vous êtes ne peut pas clore ce journal de bord sans évoquer un événement qui se passe ces jours-ci, le Vendée Globe. Ah, n'est-ce pas? Avez-vous assisté à son départ? Le Vendée Globe, c'est une course extraordinaire. Oui. C'était une course en solitaire autour du monde, c'est-à-dire 40 000 ou 45 000 kilomètres, et plus si on tire des bords, bien sûr, et qui est sans escale et sans assistance. C'est-à-dire, c'est presque pratiquement inhumain ce qui est demandé, et il se trouve quand même quelques dizaines de gens pour tenter l'aventure. Je les salue parce que je les envie. Je ne me sens pas capable de faire le quart de ce qu'ils font, une centième peut-être, mais je suis ça quand même dans la mesure où le Covid laisse un peu de temps à la télévision. Certes. De temps en temps, je préfère voir une voile que de voir un microbe, même grossi 100 000 fois. Sur ces belles paroles, cher Président, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Bien sûr. Au revoir.